Bonsoir. Aujourd'hui, l'éducation est à l'honneur. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir ce soir dans notre rubrique Le Divan dans le Monde, Jean-Noël Robert, auteur notamment de L'éducation des jeunes Romains au temps de Cicéron. Que recouvre ce terme d'éducation à l'époque antique et quelles en sont les résonances aujourd'hui? Voilà qui fera notre axe pour cette émission. Ensuite, nous entendrons Nicole Bory qui nous parlera dans l'actualité de la psychanalyse, des échos actuels de l'éducation. Jean-Noël Robert, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Vous êtes donc latiniste, vous êtes historien de Rome, vous dirigez 2 collections aux belles lettres, vous êtes auteur de nombreux articles de référence, podcasts également, et plusieurs guides. Donc vous avez, je crois, initié le principe. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes aussi l'auteur du récent « L'éducation des jeunes Romains au temps de Cicéron ». Alors, peut-être pour commencer cet échange, débutons par une définition des termes. Quand on parle d'éducation à Rome, au temps de Cicéron, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Cicéron étant celui quand même qui a lutté contre les empires, contre la tyrannie. Est-ce qu'en matière d'éducation, il s'agissait pour lui de transmettre des savoirs, de former des citoyens, de modeler des corps, de discipliner des âmes, voilà. Un petit peu tout cela, effectivement. L'éducation, d'abord un petit mot de définition, parce qu'on oublie que ce vocabulaire, comme l'instituteur, l'éduqué, éduquer, sont des mots qui viennent du vocabulaire agricole. Les Romains sont gens pratiques, ils sont paysans, n'est-ce pas? Les Grecs se sont assez moqués des Romains pour cela, ils les traitaient de mangeurs de bouillie. Ces mots ont une signification dans l'agriculture et dans l'arboriculture. Par exemple, éduquer, avec ducere, veut dire conduire, veut dire élever, veut dire conduire. Et c'est cela que l'on fait avec les jeunes enfants. Ou encore un autre terme, instituo, le verbe instituo, veut dire se tenir droit. Donc éduquer, c'est cela. Pour un père, c'est faire en sorte que son fils devienne un homme. Tu seras un homme, mon fils, n'est-ce pas, comme dit la célèbre citation. Eh bien là, c'est le cas. Et il s'agit de former un citoyen. Voilà. Parce que la République vit par l'action et la coordination de ses citoyens. Donc c'est ça qui est important. Former un citoyen. Vous distinguez le père qui instituit et le magister qui loquette, qui enseigne. Oui, alors, il faut bien d'abord dire, pour être tout à fait clair dès le début, que cette notion ce souci d'éducation ne concerne que les grandes familles, ne concerne que les familles aristocratiques, puis quelques autres progressivement, mais enfin assez peu. Je vais vous donner un chiffre qui est tout à fait approximatif et je ne sais pas exactement comment il a été obtenu, mais c'est un professeur d'Harvard qui avait fait cette longue étude pour savoir un petit peu quel pourcentage de Romains pouvaient être, on va dire, éduqués, enfin, alphabétisés, sachant lire et écrire, etc. Bon, même à l'époque de Cicéron, à Rome, on atteint 10-15%. Bon, après, sous l'Empire, peut-être un peu plus.
même sûrement un peu plus, mais c'est très approximatif, on ne sait pas comment évaluer cela, mais ça donne une idée de la chose. Hein. Ça veut dire que quand même la plupart ne bafouillent du latin familier, évidemment, même quelques mots de grec, parce qu'il y a beaucoup de Grecs et d'étrangers à Rome, mais enfin, il ne s'agit pas d'une éducation scolaire comme on pourrait l'imaginer. Alors, pour répondre à votre question, le père, effectivement, a ce souci que son fils puisse lui succéder. Voilà. Être un garçon, c'est très important. Être une fille l'est beaucoup moins. 2 pages dans votre livre. Alors écoutez, je vais tout de suite justifier cela, parce que d'abord, je n'ai pas voulu faire un gros livre, mais enfin, n'oublions pas que la femme à Rome n'a pas de statut juridique. Voilà. Par conséquent, il serait fallacieux, idiot, de vouloir présenter la femme romaine comme on présente la femme aujourd'hui. Ce serait un anachronisme. C'est un anachronisme. Alors, les petites filles, eh bien, elles sont très vite formées aux tâches ménagères que font les femmes romaines elles-mêmes, c'est-à-dire tisser. Vous savez, dans toutes les maisons, les bonnes maisons romaines, il y avait des métiers à tisser. Et avec les esclaves, les femmes tissaient et puis se livraient à différentes activités qu'aujourd'hui on jugerait dignes d'une esclave. Bon, et ces petites filles, néanmoins, dans les grandes familles, reçoivent une éducation. Il arrive même qu'elles aillent à l'école, on reparlera de l'école tout à l'heure, oui. Comme les garçons. Mais c'est quand même relativement rare, et elles vont recevoir cette éducation à la maison. Les riches aristocrates vont faire venir des professeurs qui vont enseigner aux enfants de la maison, y compris aux filles. Et vous avez des femmes dans les grandes familles romaines qui étaient très cultivées, et qui ont même joué une grande influence sur leurs enfants. Je vais en citer quelques-unes. Oui. Bon, évidemment, si je parle d'Aurélia, la mère de César, si je parle... Bon, mais la plus célèbre, c'est Cornélia, n'est-ce pas ? Cornélia, la mère des Gracques, Tiberius et Caius Gracchus. Nous sommes à la fin de la deuxième partie, on va dire, du 2e siècle avant notre ère. Eh bien, Cornélia avait une éducation très poussée et elle a pris soin, justement, de veiller à l'éducation de ses fils. C'est elle qui a causé des dégâts, si j'ose dire, philosophiques, en faisant venir pour enseigner à ses garçons Blossius de Cume, qui était stoïcien, mais un stoïcien version Mélenchon, si je puis dire, vous voyez, c'est-à-dire attaché à la souveraineté du peuple. Enfin, bon, quelque chose de très... Alors que le chef d'État de l'époque, entre guillemets, qui était Scipion Émilien, le grand Scipion Émilien, avait parmi ses plus proches amis un autre philosophe stoïcien qui s'appelait Panicius de Rhodes et qui, lui, était la version stoïcienne aristocratique. Donc, évidemment, les 2 frères Gracques ont déjà fait une première révolution, si je puis dire, en portant le combat politique sur ce terrain-là. Parce qu'à la différence des Grecs, qui parlent beaucoup, qui ne sont pas tous du même avis, qui sont d'écoles différentes, mais ça se cantonne au discours. Les Romains, eux, mettent en pratique. Voilà. Et alors, on se tape sur la figure, on a besoin, et alors là, il y a de la casse, effectivement. Bon, mais peut-être on peut revenir sur le père. Oui, il faut qu'on parle de... Oui, j'aimerais revenir sur cette distinction que Anne a soulignée entre père et précepteur, mais dans l'articulation au régime politique. Donc, entre la République et l'Empire. Est-ce qu'il y a des modifications ? Est-ce que c'est parallèle ? Est-ce qu'il y a des modifications ? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je verrai les choses. Mais il faut d'abord préciser quelque chose. Toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire sa 17e année, en gros, l'âge auquel il va prendre la toge virile et devenir à son tour un citoyen capable de voter, etc., eh bien, toutes les personnes qui s'en occupent sont toutes des esclaves, souvent d'origine grecque, mais pas seulement. Pour les nourrices, par exemple, les Gauloises ou les Germaines, qui avaient beaucoup de lait et qui, étaient très prisées, par exemple. Bon, ce sont tous des esclaves. Je cite cette phrase de Varron parce qu'elle est quand même essentielle. La sage-femme met au monde, mais c'est une esclave. La nourrice fait grandir, s'en occupe donc jusqu'à l'âge de 7 ans environ,
Alors, elle ne va pas le nourrir au sein jusqu'à 7 ans, je vous rassure, mais elle est là pour le former jusqu'à l'âge de raison, car on estimait que 7 ans, c'est l'âge de raison. Le pédagogue intervient ensuite, éduque, le pédagogue éduque, et le maître enseigne. Alors, qui sont ces gens? Et justement, vous me parlez du pédagogue et ensuite du maître. Eh bien, ce sont des esclaves qui sont choisis par le maître. Alors, le choix du pédagogue est très important, n'est-ce pas? Il faut faire très attention à qui on choisit. Parce que le pédagogue, comment vous dire, il va coller au dos de l'enfant du matin au soir. Et c'est lui qui va lui enseigner les bonnes manières. Au nom du père, naturellement. Au nom du père. Au nom du père. C'est le père qui supervise tout cela. Certains pères, comme Caton l'Ancien d'ailleurs, n'était pas du tout d'accord pour laisser un esclave éduquer son fils, et il tenait à être là lui-même, notamment à l'heure du bain pour le bébé, et ensuite à lui apprendre l'histoire, à lui apprendre même à faire du sport. Mais tous les pères n'ont pas le temps ou ne sont pas aussi précautionneux que Caton. Et donc, en général, on choisit un précepteur, on choisit un pédagogue, ça dit bien ce que ça veut dire, un pédagogue. Il s'agit de conduire l'enfant et de lui apprendre tout ce qu'il doit faire. Alors, par exemple, on va lui apprendre progressivement que ce n'est pas bien de regarder derrière les portes, ce n'est pas bien d'écouter, ce n'est pas bien de cracher par terre, si l'on écrase le crachat avec le pied. Parce que cracher par terre, ça pose pas de problème, mais il faut pas écraser le crachat, ça ne se fait pas. Voilà. Ensuite, ce n'est pas bien de manger sans une certaine tenue, etc., etc. Donc, c'est toutes les bonnes manières de la société sont là, et c'est très exigeant. Vous savez, être enfant de la bonne société romaine, ça ne devait pas être très drôle tous les jours, parce que voilà, il y a un pédagogue qui dit quelque part, je suis partout où tu es, que ça te plaise ou pas, je suis là. Bon, alors là, alors il conduit l'enfant à l'école, il assiste souvent aux leçons à l'école, il ramène l'enfant à la maison, il lui fait faire les devoirs. Enfin bon, vous voyez, c'est vraiment collé toute la journée à l'enfant. Mais souvent, le pédagogue devient un ami. Et quand l'enfant se trouve adulte, en prenant la toge virile, eh bien, il garde auprès de lui son esclave, parce que c'est un esclave, son esclave pédagogue, comme ami, comme conseiller, etc. Ça crée des liens. Vous comprenez, dans une maison, il faut se représenter une maison romaine. Je crois que nous, on voit une maison, bon, prenez une maison de banlieue, vous avez papa, maman, bébé, voilà, quelquefois la bonne et moi, mais ça coûte trop cher aujourd'hui. Bon, comme dans la chanson, n'est-ce pas, vous savez. Et puis, à Rome, pas du tout. Vous avez dans une maison aristocratique, d'abord qui est quand même plus grande que nos petits pavillons, vous avez au minimum 40-50 personnes qui vivent là. Ça. Il y a le père, la mère et les enfants, c'est vrai, mais il y a surtout tous les esclaves qui ont chacun une spécialité. Bon, le pédagogue s'occupe de l'enfant, mais vous avez l'esclave qui ouvre la porte, l'esclave qui distribue une chose, l'esclave qui s'occupe de... Chacun a sa fonction. Il y a les cuisiniers, et ça, c'est très précieux pour comprendre cette atmosphère, cette ruche que représente la maison. Avec un intendant, évidemment, qui essaye de gérer tout ce monde-là. Et puis les esclaves, il y a des femmes aussi, et elles ont des enfants. Quelquefois des enfants du maître, d'ailleurs, n'est-ce pas? On appelle les enfants nés à la maison. Voilà. Et mais ces petits-là sont élevés avec les enfants du maître. Tout ça, ça joue ensemble. Quelquefois, le maître prend soin de faire éduquer les enfants des esclaves aussi. Peut-être pas dans les mêmes proportions que ses propres enfants, mais quand même. Et tout cela crée une société, si vous voulez, qui est très, comment dire, très, très humaine, très, très proche, avec ses clashs aussi, mais bon. Et si vous sortez de la maison, eh ben vous retrouvez cette société. Parce que l'éducation de l'enfant, à l'époque républicaine, c'est suivre papa.
C'est ça. Voilà. Le précepteur, c'est par délégation voilà. du maître. Mais quand le père va au forum, c'est un homme important. On a dit des aristocrates. Donc il y a les discours au forum, on fait de la politique, on rencontre l'un, l'autre, etc. On apprend, on voit ses clients. C'est une société clientéliste, ne l'oublions pas. Nous avons l'esclave nomenclator qui connaît tout le monde et qui dit au père qui va se présenter à une élection, parce qu'il y a des élections tous les ans, qui dit voilà, c'est Monsieur Dupont, il vient d'avoir un enfant là récemment, etc. Alors le père, pour faire sa campagne, s'approche. Ah, Monsieur Dupont, et comment va le petit dernier, n'est-ce pas? Tout de suite, ça crée toute une atmosphère. Et l'enfant est là, il suit, il finit par connaître tout le monde aussi, et il est connu des clients. Donc, il y a une dimension comme ça de transmission. Absolument. Dans l'expérience. Absolument. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a un point qui m'a quand même un peu secoué à votre lecture, c'est le rapport au corps. Je l'ai trouvé. Alors vous le présentez avec beaucoup de saveur, mais enfin c'est horrible. Ça s'apparenterait aujourd'hui à de la torture, manière de traiter le corps de l'enfant. Je vous assure que oui, mais enfin faut-il remonter si loin dans le temps pour nous, pour parler des fessées, pour parler des coups de badine. Et là, il y a une histoire de modeler le corps selon une certaine norme dans le détail. Ça commence dès la naissance, effectivement. Oui. Parce que pour un Romain, un bon citoyen, c'est un corps maîtrisé. Oui. C'est justement une grande différence avec les Grecs. Les Grecs, vous savez, dans l'éducation grecque, il y avait la danse, la musique et la gymnastique. Le sport comptait beaucoup. Il y avait des gymnases et les enfants de l'aristocratie grecque allaient faire du sport au gymnase. Ils étaient nus, ils couraient, etc. Tout le monde venait les voir, etc. Là, un Romain n'accepte pas ça. Oui. C'est pas que le Romain ne veuille pas se montrer nu. L'après-midi, le Romain, il aime les balises. Le matin, c'est la politique, etc. L'après-midi, c'est l'otium. On se distrait. Donc, on va au terme, on va ici ou là, on peut en reparler, mais l'otium, c'est un moment libéré. Alors, si on va au terme, par exemple, on va se baigner, mais on ne va pas prendre de maillot de bain. On va se baigner nu. C'est pas que le Romain ne veuille pas se montrer nu, mais pas dans la fonction de citoyen, dans son rôle politique. Et là, on doit avoir un corps maîtrisé. Alors, pour qu'il soit beau, on va le façonner. Donc, bébé est emmailloté complètement, n'est-ce pas, dans ses langes, et une fois par jour, la nourrice, donc c'est son rôle, enlève les bandelettes, et alors là commence effectivement la grande torture, n'est-ce pas? On lui modèle bien le crâne tant qu'il est encore un peu modelable, on fait attention à son nez, on le prend par les pieds, tête en bas, pour bien étirer la colonne vertébrale, on tire sur le prépuce, parce que les Romains aimaient bien avoir un bon prépuce, n'est-ce pas? Pas un truc à moitié. Bon, voilà, vous voyez, c'est tout le pauvre bébé, alors, et puis on lui donne le bain. Si possible, froid ou tiède, parce que ça renforce, n'est-ce pas? Ça donne. Alors, vous imaginez les cris dans la maison, je ne vous fais pas de dessin, on imagine très bien la situation. Après quoi, il retournait dans sa prison de bandelettes, et c'était reparti pour une journée. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de très dur. Vous pourriez nous dire justement comment on passe de cet enfant qui est comme ça emmailloté, ouais. En passant par la toge virile, la cour des honneurs, et puis cette finalité politique, militaire, voire... Oui, bien sûr. Alors, je vous explique brièvement, parce qu'il y a des étapes à tous les âges. D'abord, quand il est bébé, il va falloir, petit à petit, il va se passer de ses langes. On ne va pas les lui enlever comme ça. On va les lui enlever à moitié, on va dégager le bras droit. Ah oui. Parce que la dextra, la main droite, n'est-ce pas, le bras droit, c'est la main pure, c'est celle que l'enfant doit utiliser. Il doit utiliser ça pour manger, pour saluer, pour tout ce que vous voulez, pour serrer la main, etc. Donc le bras droit, il n'a pas le droit d'utiliser le bras gauche. N'est-ce pas? Parce que le bras gauche, c'est la sinistra. Et donc, ça porte malheur, sauf pour certaines activités secrètes. Enfin bon, n'anticipons. Ne disons rien. Ceux qui sont curieux iront voir les extraits du satiriste Lucilius au IIe siècle avant notre ère. Voilà. Et alors, vous avez... donc ça, c'est le premier apprentissage, la main droite. Et s'il se sert de la main gauche, une claque bien appliquée lui rappelle la nécessité... voilà. Ensuite, évidemment, il va grandir
Et progressivement, il va apprendre toutes les bonnes manières que nous citions tout à l'heure. Oui. Et il va écouter, il va suivre son père, il ne doit pas couper la parole, il ne doit pas s'exprimer. Hein. Et petit à petit, donc, dès qu'il a 7 ans, on va lui administrer un maître. Alors c'est là où intervient l'histoire de l'école, si vous voulez. Oui. On peut en dire quelques mots. Oui. Il n'y a pas d'école à Rome au départ. Pendant au moins 4 siècles, sinon 5. Il n'y a pas d'école. Donc on a envie de comparer avec nous, mais comment ça se passe, etc. Alors je résume simplement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de maître formé, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de degré, on n'est pas en 6e, en 5e, en 4e, il n'y a rien. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'examen, chic alors, mais bon, il n'y a rien. Donc ça se passe à la maison. C'est former le citoyen, c'est lui apprendre tout ce qui est nécessaire pour devenir le citoyen donc dans la ville, et aussi évidemment le sport nécessaire au combat. Voilà. Donc on va apprendre à traverser militaire. Bien sûr, parce que le citoyen à l'époque, sous la République, avant la réforme de Marius en 106, qui supprime le service militaire, comme nous dirions aujourd'hui. Un Romain devait faire une quinzaine de campagnes. Bon, les campagnes sont souvent courtes à l'époque, on ne va pas très loin. Et Marius va faire une loi qui va créer une armée de métier, en quelque sorte, pour aller vite. Voilà. C'est devenu nécessaire parce que les combats sont de plus en plus loin. Comme les TGV et les avions ne sont pas encore au point, évidemment, on ne peut pas s'éloigner de ses biens et de ses affaires trop longtemps. Sans ça, elles vont péricliter. Et le voisin va s'en emparer si c'est la campagne. Bon, par conséquent, on a besoin d'avoir une formation avant la réforme de Marius. Et cette formation consiste, Caton l'Ancien, par exemple, fait traverser le Tibre à son fils, il lui apprend à manier l'épée, etc., etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut être utile au combat. Mais nous ne sommes pas dans la gesticulation grecque, dans la danse, dans tout ce qui faisait. C'est pas de l'art, c'est du pratique. Donc, politique, militaire, vous parlez aussi de la rhétorique et des magistrats. Alors, ça vient après. Évidemment, l'enfant entend au forum sous la République des magistrats, assiste à des procès, enfin c'est ouvert à tout le monde. Bien. Dans un premier temps, le professeur va à la maison lui apprendre, ainsi qu'à quelques autres. Souvent, on réunit plusieurs enfants, vous savez, dans une pièce de la maison ou dans des boutiques qui est en bas de la maison. Là, on va apprendre à lire, on va apprendre à écrire. Ça, c'est l'objet de environ, qu'est-ce que j'allais vous dire, de 7 à 12 ans environ. Voilà. Alors, les plus calés, ceux qui sont déjà là depuis 2-3 ans, aident les petits à découvrir les lettres, etc. On leur apprend l'alphabet. Et oui, c'est une langue syllabique. Notre langue, le français, qui est au fond du latin, évolué. Je m'insurge contre le latin langue morte. Non. Le latin est une langue mère, c'est pas pareil. Bon, évidemment, nous-mêmes, nous ne parlons plus le français comme on le parlait au Moyen-Âge. On ne le comprendrait plus. Bien. Par conséquent, voilà, l'enfant apprend tout cela et il fait les exercices sous la dictée du professeur, du maître d'école, du magistère qui est là. Bon, vous voulez un petit texte? Je ne sais pas si, dans mon temps, histoire de nous amuser 2 secondes, c'est un texte postérieur, mais bon, c'est savoureux et je ne résiste pas. C'est un texte qu'on a retrouvé, c'est les Herméneumata, donc, qui raconte la journée d'un enfant. Alors, je m'éveille avant le jour, j'appelle mon esclave, je lui fais ouvrir la fenêtre, il l'ouvre aussitôt. Je me dresse, m'assieds sur le bord de mon lit, je demande mes chaussons et mes chaussures, parce qu'il fait froid. Je me chausse, je prends une serviette, on m'en apporte une bien propre, on m'apporte de l'eau pour la toilette dans un pot. Je m'en verse sur les mains, le visage, la bouche, je me frotte les dents et les gencives. Je crache, me mouche et m'essuie comme il convient à un enfant bien élevé. Ah oui, c'est pas bien de moucher. Si on n'est pas bien élevé, il ne faut pas tirer la ficelle, comme on dit familièrement, n'est-ce pas ?
Après, il ôte sa chemise de nuit, il prend une tunique, etc. Et il va voir, je sors de ma chambre avec mon pédagogue, il est toujours là, le pédagogue, et ma nourrice, pour aller saluer papa et maman. Je les salue tous les deux et les embrasse. Vous voyez, c'est mignon, hein? Pas sûr que ce soit toujours le cas, mais enfin. Je cherche mon écritoire et mon cahier et les donne à l'esclave, parce qu'il est riche, il a un petit esclave pour lui porter son cartable, j'allais dire. Ainsi, tout est prêt et je me mets en route, suivi de mon pédagogue, par le portique qui mène à l'école. Voilà. Alors après, il y a le maître qui est là. J'ai fini d'apprendre ma leçon. Je demande au maître qu'il me laisse aller déjeuner à la maison. Il me laisse partir. Je lui dis « porte-toi bien ». Il me rend mon salut, etc. Alors il revient l'après-midi à l'école où il apprend effectivement à mettre les lettres, à faire des syllabes, à écrire des mots, etc. Et puis après, il se sépare de ses petits camarades. Et il leur dit je vais prendre des serviettes, je suis mon serviteur, je cours à la rencontre de ceux qui vont au bain et je leur dis à tous et à chacun ça va, bon bain, bon souper, voilà. Et ils se retrouvent le lendemain pour continuer l'apprentissage. Voilà, c'est une journée de l'enfant romain. Oui. C'est original comme document, n'est-ce pas? C'est tout à fait original, je trouve. Et alors, bien sûr, dès qu'il a fini avec le maître, qu'il a une douzaine d'années, il va chez le grammairien. En fait, le grammairien, c'est pas quelqu'un qui fait de la grammaire. C'est là aussi, il ne faut pas se tromper. Bon, le grammaticus, c'est un peu le niveau au-dessus. Alors, il a appris à lire et à écrire, il a appris par cœur, parce qu'on apprenait beaucoup par cœur, quelques poésies, etc. Le grammairien va lui apprendre une langue étrangère, le grec, bien sûr. Ensuite, il va lui faire un peu d'histoire, un peu de géographie. Vous voyez, il va amplifier ses connaissances, il va lui donner une solidité qui va le mener jusqu'à 15 ans ou 16 ans, ou ça dépend si on apprend bien ou pas. Et puis alors, c'est là que va intervenir l'histoire de la rhétorique. Alors, j'aimerais en dire un mot parce que le rhéteur, évidemment, est un grec, souvent, enfin il y a des rhéteurs latins aussi, mais après. Mais les premiers rhéteurs sont des Grecs qui sont là et qui fondent des écoles, d'ailleurs, le temps qu'ils passent à Rome. Et évidemment, ils vont apprendre à faire des discours. Alors ça tombe très bien parce que les Romains sont bavards. Ils sont comme moi, ils sont bavards. Bon. On devrait d'ailleurs vous couper bientôt. Oui, parce que l'heure tourne. Ah bon? Alors, combien me reste-t-il? Donc, quelques minutes et puis on... D'accord, donc pour répondre quand même à votre question sur les rhéteurs, les Romains donc sont bavards, ils aiment faire des discours, ils ont toujours aimé, même avant les rhéteurs grecs, hein. Caton était un très bon orateur, mais c'était un orateur très rude, enfin à l'ancienne. Bon. Les Grecs vont amener de la souplesse, des idées nouvelles, etc. Le premier d'entre eux d'ailleurs va être Cratès de Malos, qui va être là pour représenter Pergame. Il faut vous dire que les Romains, entre-temps, ont conquis la Méditerranée. Ils sont présents partout. Oui. Et c'est eux qui règlent les problèmes des cités grecques. Alors, pour régler les problèmes juridiques et autres, ils envoient des ambassadeurs qui, naturellement, savent bien parler pour séduire les sénateurs. Et comme les sénateurs ne reçoivent les étrangers que le mois de février, qu'au mois de février, évidemment, le reste du temps, ils sont à Rome, ils font des écoles, ils font des conférences. Ils font des conférences. Alors, Cratès de Malos, c'était tenu pour un grand savant. On disait que c'était une bibliothèque à lui tout seul. Enfin, il est resté à Rome plus longtemps que prévu parce que, comme il était un peu dans ses pensées, il n'a pas vu la bouche d'égout, il est tombé dedans. Et il s'est cassé une jambe. Il est obligé de rester un peu plus longtemps. Et puis, il y en a eu plein d'autres qui sont venus comme ça, qui repartaient, qui fondaient des écoles. Et après, les jeunes allaient en voyage, les plus riches allaient en voyage autour de la Méditerranée pour réécouter leur maître. C'est ce que fait Cicéron, n'est-ce pas, comme Molon, par exemple, et d'autres, pour les réécouter dans leurs îles lointaines. Et donc, ces rhéteurs apprenaient à faire des discours. Mais qu'est-ce qui va se passer en politique, justement, pour y revenir? Il va se passer que la République va se terminer, et que l'Empire va arriver. Et l'Empire, c'est la monarchie. C'est une forme, disons, de pouvoir totalitaire, malgré tout.
Et donc, il n'est plus question de s'exprimer comme on veut, à tout crin, sur le forum, comme ça. Et la rhétorique va donc rentrer dans les écoles. Et il va y avoir des maîtres, plus ou moins doués parfois, qui vont donner des leçons, et les élèves sont là, ils écoutent, ils font des discours. Elle entre dans les écoles parce qu'elle est exclue du forum. Ah, évidemment. C'est ça l'idée. Et oui, la parole est confisquée par l'Empire. Et donc elle a dû... Et donc, elle se réfugie dans les écoles. À l'école. Ah. Bon. Et alors là, vous interrompre. Oui, et puis, oui. Et puis... C'est dommage, j'aurais vous donné un sujet de devoir de rhétorique. Et puis là, ça s'impose, parce qu'il qu'on pose la question des échos actuels, enfin des échos dans la modernité. Comment est-ce que ces principes ont perduré tout un temps? Quelles sont les ruptures Alors, il y a des choses qui ont perduré et qui perdurent encore. Je vais vous étonner avec un petit texte de Plaute. Pardon. Après. Oui. Donc, un petit texte de Plaute d'un enfant qui a cassé ses tablettes sur la tête de son maître parce qu'il n'était pas content des remarques du maître, qui, je vous le rappelle, est un esclave. Et le père dit ceci, c'est dans une pièce de Plaute. « Jadis, lorsque tu rentrais à la maison, bien serré dans ta petite tunique, tu t'asseyais sur ton tabouret près de ton précepteur. Et lorsque tu lisais, si tu te trompais d'une syllabe, ta peau devenait plus marbrée que le corsage d'une nourrice. » Mais aujourd'hui, un enfant qui n'a pas encore 7 ans, si on le touche, le voilà qui d'un coup de tablette casse la tête de son précepteur. Et lorsqu'on va se plaindre au père, le père dit au petit « Tu seras bien de notre race aussi longtemps que tu sauras te défendre des injures. » Et au maître « Et toi, vieux bon à rien, ne touche pas à cet enfant qui a montré du cœur. » Et le précepteur s'en va, la tête entourée d'un linge huilé comme une lanterne. Voilà. Donc, vous voyez que les parents qui défendent les enfants, ça existait. Ah oui. Eh oui. Et si je peux, un autre petit extrait. Oui. C'est cette fois-ci dans Quintilien, qui fait des reproches aux parents. Parce que il dit « Dès le berceau, nous abolissons les tout-petits par des gâteries. Cette éducation débonnaire que nous appelons indulgence brise tous les ressorts de l'esprit et du corps. Que ne désirera-t-il pas, une fois grand, celui qui a trempé sur la pourpre? L'enfant n'articule pas encore ses premiers mots, qu'il distingue déjà ce qu'est l'écarlate et qu'il demande déjà du murex. » Donc, et oui, et donc voilà les parents qui cèdent à tous les caprices des enfants, n'est-ce pas? Ils grandissent dans des litières, s'ils touchent la terre, des mains les retiennent de chaque côté et les soutiennent. Nous sommes dans la joie s'ils ont dit un mot un peu libre, etc., etc. Je ne vais pas empiéter sur le temps, mais vous voyez que ça a perduré. Et c'est même très en vogue aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon. Ce qui n'a pas perduré, c'est évidemment les modes d'éducation, parce que la chrétienté a confisqué. L'Empire s'est effondré. L'Empire s'est effondré. L'Empire s'est effondré. Oui, enfin, tout au moins l'Empire côté Occident. C'est ça. Et restait, comme dit Pierre Legendre, l'administration, l'immense administration chrétienne, l'Église. Voilà. Et alors l'Église, qui a pris en charge, évidemment. alors. Mais l'Église a sauvegardé quelques petites choses. Oui. Elle a sauvegardé Cicéron, dont elle admirait l'art du discours, parce que Cicéron était un orateur extraordinaire. Et l'ambition de tous les pères de famille, c'est que leur fils soit un grand orateur. Cicéron a rempli les désirs de son père. Elle a conservé Caton. Caton qui donnait des conseils, n'est-ce pas, qui donnait de la morale, et qui disait, par exemple, dans les écoles, on faisait réfléchir les enfants sur « aimez vos parents, craignez votre maître, ne vous moquez de personne, attachez-vous à faire ce qui est juste, etc. etc. » Ça, c'est la vieille morale romaine. Elle plaisait aux chrétiens. Ça, ils l'ont conservé. Aux chrétiens, et les chrétiens ont repris ces paroles-là. Effectivement, voyez-vous. Alors, regardez par exemple le distique de Caton l'Ancien. La première vertu de l'homme raisonnable est de mettre à sa langue un frein judicieux, ce que je ne fais pas. Il n'est rien de plus estimable. L'homme qui sait se taire est presque égal au Dieu. Voilà, donc je ne dis plus rien. Eh bien, je vais mettre un frein judicieux à votre parole. Et nous allons passer maintenant, après cet échange très intéressant sur l'éducation romaine, à l'actualité, la psychanalyse avec Nicole Bory.
Nicole Bory, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, vous exercez à Lyon. Et vous êtes aussi responsable de la commission des formations du CIEN, Centre interdisciplinaire de l'enfant francophone. Nous allons vous écouter sur la passion éducative à l'épreuve du temps. Et peut-être il y a une référence qu'on n'a pas donnée, c'est Freud et la question du métier impossible. Je sais, peut-être que vous y viendrez. Oui. Merci beaucoup. Lire votre ouvrage, monsieur, m'a été très instructif. J'ai trouvé que c'était tout à fait utile quand on s'interroge comme psychanalyste sur ce qu'est l'école aujourd'hui. Instruire les enfants est une passion humaine à laquelle est amarré un idéal. Vous nous l'avez expliqué là actuellement. Freud a su repérer cette passion qui faisait de ce métier d'éducateur l'un des 3 métiers impossibles. Au temps de Cicéron, l'école apparaît dans la société, donc aux côtés de l'éducation donnée dans le foyer familial. Une socialisation hors de la maison familiale apparaît, l'instruction se distingue de l'éducation familiale. Alors, le ministère de l'Éducation nationale, nommé ainsi depuis 1932, a succédé à celui du ministère de l'Instruction publique qui date de 1828. Ils ont gardé leur nom, ceux-là. Ce terme d'instruction porte une certaine idée du savoir qu'il convient que les jeunes générations acquièrent comme un bien commun. Et cette acquisition nécessiterait un lieu spécifique, l'école, séparée des vicissitudes et des bruits du monde. Il me semble que la manière dont le monde et ses conflits rentrent dans l'école reste un débat d'actualité. La scolarité des enfants du 19e et 20e siècle ont été marquées par les dissensions entre écoles laïques et écoles religieuses, par exemple, pour poursuivre le débat de tout à l'heure. Peu importe les contradictions qui divisent les politiques de l'éducation, la passion pour la pédagogie perdure depuis des siècles. Le débat sur les nécessités d'une alphabétisation et ses méthodes d'apprentissage ne cesse pas. Comment apprendre ? Comment intégrer les connaissances communes à une vie en société dans un lieu qui soit en paix ? Dans le même temps, l'école reste un lieu pour expérimenter le lien social, apprendre un savoir-être autant qu'un savoir-faire. Ah, quelle belle formule. Un savoir-être et un savoir-faire. Or, aujourd'hui, on assiste à l'intrusion de nouvelles pratiques qui modifient, on va dire, ces missions de l'école. Comment, justement, alors cette scolarité se transforme-t-elle ? Alors d'abord, en effet, avant d'aller sur le fond, ça modifie même le rapport à l'école, on pourrait le dire comme ça. Et j'ai beaucoup cherché dans comment prendre la chose, mais depuis une dizaine d'années, la scolarité à la maison est un projet qui n'est plus seulement réservé à certains enfants en situation particulière. Par exemple, les enfants musiciens ou les enfants qui font du sport de très haut niveau, qui ont évidemment une scolarité hors scolarité de l'école. Non rares sont maintenant les parents qui décident d'instruire leur enfant à la maison, en dehors du système scolaire. J'ai trouvé que c'était important sur cette transformation du rapport à l'école. Depuis 2020, évidemment, et la pandémie, s'observe une nette augmentation de ces demandes des familles. Et d'ailleurs, il y a eu en 2021 une régulation proposée par l'Éducation nationale qui instaure un régime d'autorisation et pas de simple déclaration pour suivre l'école à la maison. Parce que jusqu'en 2020, il n'y avait besoin de rien, juste de dire « mon enfant est scolarisé chez moi ». Depuis, le chiffre d'environ 30 000 enfants demeure stable. C'est quand même pas tout à fait rien. Bon. Un autre chiffre, beaucoup plus difficile à mesurer sur la question de l'école actuellement et de la scolarité, est celui des élèves qui s'absentent de l'école. L'Éducation nationale propose partout des dispositifs pour les élèves dits décrocheurs. Il y a évidemment ceux qui sortent du système scolaire sans diplôme, qui sont souvent, visés dans les déclarations publiques, mais il y a aussi tous ceux qui s'absentent quelques semaines à quelques mois, voire un an ou deux, pour des raisons diverses. Bon, alors est-ce qu'on peut dire qu'avec ça, on assiste à une transformation du rapport au savoir et à sa transmission ? Évidemment, on pense aux nouvelles technologies et aux sciences cognitives.
tout à fait. Alors, ça, c'est un point intéressant, ça mériterait longtemps comme débat. La ligne de partage que vous faites, Monsieur Robert, entre éducation et instruction n'est pas moins complexe à notre époque. Mais l'intérêt porté à l'instruction s'est déplacé sur la meilleure manière de quantifier ce qu'apprennent les enfants. Éduquer est maintenant complètement associé, corrélé à se comporter, comportement. Apprendre ne se fait pas de la même façon. Les neurosciences veulent être à l'école la référence qui réponde du meilleur apprentissage. Imitation et modèle, tels que vous les rappelez dans votre livre, sont toujours des conceptions naturalistes pour l'apprentissage de l'enfant. La plasticité de l'imitation est maintenant un modèle neuronal. Sur des sites d'éducation positive, on trouve par exemple ces références que je vais citer. L'apprentissage par imitation repose sur la capacité naturelle des enfants à observer et reproduire ce qu'ils voient et entendent, favorisant une immersion linguistique intuitive. L'apprentissage par imitation est une des méthodes les plus naturelles et efficaces pour enseigner aux jeunes enfants. Le contrôle du savoir acquis reste évidemment une priorité toujours à l'école et son corrélat est maintenant une méthode qui fixe une norme pour quantifier l'écart à celle-ci. Et d'ailleurs, il y a une sorte de mondialisation de ça, puisque ce n'est pas les classements internationaux qui vont démentir cette affaire-là. Nous connaissons les classements PISA ou les études Teams, et nous le savons, la France n'est pas très bien classée. Bon. D'une part, nous avons un enjeu de société que l'éducation nationale continue de porter, celui d'une instruction laïque, liée à la notion de citoyenneté, et d'autre part, le rapport au savoir qui s'est profondément modifié. Se détache une science du savoir-apprendre qui relègue, à mon avis, la curiosité infantile, le désir de savoir ou la pulsion épistémique chère à Freud au rang des obsolescences programmées. Dans le même temps, la transmission d'un savoir incarné, qui a quand même marqué des décennies d'élèves et d'étudiants, tend à disparaître au profit d'un savoir diffus et à portée de clic. C'est les nouvelles méthodes. Par exemple, il y a les MOOC, qui prennent le pas sur les enseignants dans les écoles. Et l'IA, évidemment, va apporter d'autres transformations sur ce que devient la transmission d'un savoir incarné. Alors, pour finir, le Centre interdisciplinaire de l'enfant, au sein de l'Institut psychanalytique de l'enfant, travaille autour de ces questions. Et dans les laboratoires du CIEN, des enseignants, des psychologues de l'éducation nationale conversent avec des professionnels du médico-social dans les formations construites sur mesure pour les institutions du médico-social qui sollicitent le CIEN. Les préoccupations des professionnels portent sur un enjeu de plus en plus pressant d'une évaluation pour une rééducation adaptée. C'est-à-dire que là, ce qui se fait pressant, c'est de savoir évaluer ce qu'il faut rééduquer, plus qu'éduquer. Depuis toujours, l'éducation prenait le temps d'accueillir le rapport au savoir de chaque enfant, au-delà du formalisme de la bonne réponse. Ce temps n'est plus premier, il disparaît au profit de cette rééducation qui lui peut devenir un temps supplémentaire parfois très lourd dans le quotidien des enfants. Éduquer et rééduquer se conjuguent d'un peu trop près actuellement. Rééducation des 10, rééducation comportementale, rééducation cognitive, rééducation émotionnelle. L'idéal, etc. L'idéal de la rééducation est celui, évidemment, d'une norme. Les psychanalystes et les professionnels dans le CIEN suivent les évolutions des usages de ces nouveaux modes d'apprendre. Nous savons aussi que le génie de la langue, que Lacan a écrit avec une faute d'orthographe, en tout cas dans un orthographe peu conforme, disons, puisqu'il l'a écrit en un seul mot, contient un rapport au monde qui ne s'apprend pas, et c'est ce qui fait la valeur de l'éducation, que d'accueillir chaque désir de savoir et rend ce métier d'éducateur si important et si impossible. L'école, à mon sens, reste le lieu par excellence d'un certain paradoxe, celui de civiliser chaque enfant en lui permettant d'acquérir un savoir commun
et pourtant de l'autoriser à s'en servir à sa façon pour faire lien social. Bon, merci beaucoup. Oui, merci, chère Nicole. Et vous liez le savoir au désir. Oui, absolument. Eh bien, laissons ce paradoxe bien ouvert et arrêtons-nous pour ce soir sur ce point. Merci à tous les deux. Ainsi s'achève notre émission Studio Lacan. Studio Lacan que vous retrouverez samedi prochain.